Mes amis, ce matin, avec les spécialistes de la question, on va se poser celle-ci, savoir si la situation en Afghanistan, dont vous savez tous, évidemment, ça n'a échappé à personne, que les talibans sont de retour au pouvoir, eh bien, quel changement cela va-t-il apporter en Occident et plus particulièrement en France? Et qu'est-ce qu'on peut faire? On va y répondre dans un instant avec nos spécialistes. Alors, on n'entend pas en 30 minutes de questions d'été explorer tous les méandres de la situation, bien sûr, mais l'opinion publique française navigue aujourd'hui entre générosité et crainte. D'un côté, le devoir humanitaire que nous avons tous chevillé au corps, qui fait aussi partie de notre esprit des droits de l'homme et de notre tradition d'accueil pour les opprimés, mais de l'autre, la peur d'un retour du terrorisme islamique, il faut le dire, en Occident, dont l'Afghanistan pourrait être constitué en sorte une base arrière et dont l'afflux de migrants pourrait être un vecteur incontrôlable. On va essayer, comme tous les jours, de se mettre les idées au clair avec des spécialistes de la question. Avec nous en studio ce matin, Aziz Fard. Bonjour Aziz. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste de l'Afghanistan. Merci d'être avec nous, bien entendu. Au téléphone, nous aurons Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis nous aurons la présidente de l'association Negar, soutien aux femmes d'Afghanistan, Choukria Haïdar, qui sera avec nous dans quelques minutes et qui nous parlera plus particulièrement de la situation des femmes, parce qu'on sait que c'est en filigrane dans cette question. Alors, Aziz Fard, je vais tout de suite vous demander de nous faire un petit portrait de l'Afghanistan. Quel est ce pays qui est peuplé, grosso modo, il y a à peu près 2/3 des habitants de la France, près de 40 millions, 38 millions, sur un territoire qui est de la même taille, sans accès à la mer. Je dis ça parce que c'est un territoire de montagne, ça va certainement jouer évidemment cette géopolitique dans la question que l'on pose aujourd'hui. Quel est le schéma humain de population de l'Afghanistan ? La population, peut-être qu'il faut dire quand même d'abord que c'est un pays sec, montagneux. Oui. La population, on parle de 30 millions, 35 millions, mais il n'y a pas eu de recensement très précis, et donc tout ça, c'est des chiffres estimés. Par rapport à la taille du pays, les 35 millions ou les 30 millions, c'est peu. Mais ça s'explique aussi par le fait que, en fait, l'Afghanistan est un grand pays en superficie, mais un petit pays en superficie utile. Ouais. Si on enlève tout ce qui est désert, montagne, l'Afghanistan actuellement est comparable à la France, mais si on enlève les déserts et les montagnes, ce serait comparable à la Belgique. Ah, d'accord. Et donc, ça explique pourquoi 35 millions de gens, et pourtant ça fait beaucoup, surtout pour une ville comme Kaboul, où il y a des millions d'habitants. Ça veut dire déjà que Kaboul regroupe un tiers de la population afghane. Enfin, l'agglomération, on va dire, en tout cas, le grand Kaboul. Oui, peut-être, si ce n'est pas un tiers, c'est en tout cas une grosse proportion, parce que les conflits font que les gens se concentrent dans les grandes villes. Bien sûr. Il y a beaucoup d'habitants des provinces qui sont actuellement à Kaboul, de la même façon que beaucoup d'habitants de Kaboul qui ont réussi à partir et qui sont éparpillés à travers le monde. Voilà, et c'est un pays... Oui, je vous en prie. C'est un pays, en fait, très grand aussi au niveau de la composition. Vous avez sûrement remarqué au nord de l'Afghanistan, nous avons plusieurs voisins. Notamment le Tadjikistan, qui fait vraiment la frontière au nord-est. Turkménistan. Ce qui fait qu'on a l'impression que l'Afghanistan, c'est un pays 3 fois plus grand que ces pays-là. Et ça, c'est allié avec le fait que Tadjikistan, c'est des Tadjiks, Turkménistan, c'est des Turkmènes, Ouzbékistan, c'est des Ouzbeks, mais Afghanistan, c'est beaucoup d'ethnies, en fait, sur un même territoire. Qui se sont agglomérées et qui ont essayé, à travers ces derniers temps, de former une nation, mais on va voir, pas très réussi. Alors, est-ce que cela explique en quelque sorte qu'il n'y ait pas de... pacification possible de l'Occident et notamment des Américains qui y sont restés 20 ans, parce que ce sont d'abord des ethnies très différentes, avec des cultures différentes, même si elles sont sous-tendues par l'islam dans différentes formes, mais avec des vallées reculées, des pics très hauts. Je le rappelle, c'est 7480 mètres, le sommet dans l'Hindu Kush, vraiment cette chaîne qui est le bout de l'Himalaya. Donc en fait, c'est un pays qui est impossible à tenir sur le plan sécurité.
On pourrait tenir, c'est difficile, moi je dirais pas impossible, mais je dirais très difficile à tenir effectivement, parce qu'il y a beaucoup de rancunes historiques, il y a beaucoup de mésententes, même des rancunes récentes dues aux 20 ans d'expérience de présence américaine. Tout ça font que c'est difficile, mais en même temps je pense que si les gens qui étaient aux affaires s'étaient comportés honnêtement et avaient réellement mis en place des lois qui s'appliquent de la même façon à tout le monde, et que s'ils avaient procédé à un partage équitable, et ils n'auraient pas été balayés aussi vite. Voilà, pas seulement eux, ils ne seraient pas balayés si vite, mais le pays aurait gagné aussi en stabilité, cohésion. En stabilité et cohésion. Emmanuel Dupuis, je rappelle que vous êtes président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous avez été conseiller politique pour la Task Force Lafayette en Afghanistan. Vous connaissez bien la situation. Tout le monde a été saisi, il faut le dire, chez nous en France, mais partout dans l'Occident, par la rapidité de reprise de contrôle des talibans. Signe qu'il y avait des braises qui n'étaient pas éteintes, ça veut dire que les talibans étaient partout en Afghanistan, et signe surtout qu'ils ont eu des complicités, on ne peut pas l'imaginer autrement. Oui, alors c'était une demi-surprise. Oui, parce que effectivement. Beaucoup s'attendaient à ce que les talibans arrivent au pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Dès le départ des Américains, en fait. Dès le début de l'offensive américaine, il y a 20 ans. Bon, certains disent d'ailleurs que les talibans n'ont jamais réellement quitté le pouvoir. Beaucoup d'entre eux se sont recomposés, beaucoup d'entre eux se sont redimensionnés avec un visage un petit peu plus politique. Je pense notamment à Gulbuddin Hekmatyar, chef d'un parti islamiste que la France a combattu. Du reste, envahi Kapisa. Je parle d'expérience avec la présidence de son parti, le Herbs islamique, qui était pour certains composé d'insurgés et pour d'autres de personnes qui ont participé au gouvernement depuis 2004. Donc on peut dire des composantes très diverses, mais qui ont continué à faire vivre ce ferment taliban dans le pays. Déjà, qu'entend-on par taliban? Le mouvement taliban est protéiforme. Il est composé de plusieurs réalités ethniques, vous l'avez mentionné juste avant. Basé quand même sur la population et pachtoune, enfin je veux dire en tout cas dans le sud du pays. Pas seulement, les talibans sont majoritairement pachtoun, donc limitrophes de la ligne du rang qui pose problème car non reconnue, singularisant la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, mais il y a aussi des militants turkmènes, il y a aussi des militants ouzbeks, vous l'avez mentionné, à travers l'appartenance au mouvement islamique d'Ouzbékistan, 3500 militants salafistes ouïghours qui appartiennent au mouvement islamique du Turkestan oriental, qui ont trouvé un porte-voix pour leur combat contre le pouvoir chinois, là, en l'occurrence. Voilà, qui ont été reconnus par les États-Unis comme organisation terroriste en 2002. Une sorte de convergence des luttes, donc, chez les talibans. Une sorte de convergence des luttes sur deux fronts. Premièrement, contre la communauté internationale, d'une certaine façon incarnant très symboliquement la résilience ou la résistance, c'est comme ça qu'ils justifient leur combat, un djihad national et bien évidemment un djihad international. Il y a une raison pour laquelle les États-Unis sont intervenus à partir de fin septembre 2001 pour éradiquer les ferments et les bases arrières du terrorisme, les tours du 11 septembre et évidemment l'accueil accordé à Oussama Ben Laden, avec là aussi un paradoxe. Oussama Ben Laden n'a pas été tué à Tora Bora, là où les Américains pensaient le capturer dans les semaines qui ont suivi leur offensive, mais bien 10 ans plus tard, à quelques kilomètres de l'école des officiers du Pakistan, donnant une autre clé de lecture, peut-être donnant la clé de lecture la plus importante par rapport à ce conflit. Je voudrais revenir rapidement sur ce qu'a dit mon collègue journaliste. Bien sûr, il faut avoir à l'esprit que l'Afghanistan est un pays, mais c'est surtout un pays qui a une profondeur stratégique, ou plutôt qui constitue la profondeur stratégique des pays du voisinage, avec des pays du voisinage qui ont des agendas. L'Iran, le Pakistan, autrefois l'Union soviétique, car elle était limitrophe de l'Afghanistan. C'est la raison pour laquelle elle a envahi le pays en 1979. Et puis bien évidemment les États-Unis, qui ont toujours considéré, comme les Anglais l'avaient fait à la fin du XIXe siècle, il faut avoir à l'esprit que l'Afghanistan c'est le tombeau des empires, que tous les grands empires s'y sont cassés les dents, ce soit... Parce que c'est une terre dure, comme le disait Aziz Fard, terre aride, de montagnes, de hautes montagnes, donc c'est une sorte de verrou islamique au milieu de cette Asie de l'Est. Avant d'être un verrou islamique, c'est un verrou contre les empires et donc leur velléité de colonisation. Ce fut le cas pour les Britanniques
il y a eu 3 guerres anglo-afghanes entre 1839 et 1919. Ce fut le cas contre les soviétiques, je l'ai mentionné, bien sûr, on s'en souvient. 1979 et 1989. Et d'une certaine façon, les États-Unis et la communauté internationale, il y a eu jusqu'à 150 000 forces étrangères stationnées en Afghanistan au moment de ce qu'on appelle le surge, donc la montée en puissance entre 2009 et 2012-2013, avec une décélération et un départ de quasi la totalité d'entre eux en 2014. Mais on voit bien que ce qui s'est joué aussi, pour répondre plus précisément à votre question, par rapport à cette sidération, par rapport à la différence que constitue la prise de pouvoir par les talibans, lors de la précédente prise de pouvoir, entre 1994 et 1996, il aura fallu 2 ans, des combats durs. Oui, ils se sont cantonnés en fait dans la banlieue de Kaboul pendant presque 2 ans avant de conquérir la ville. Absolument, en laissant d'ailleurs ce qui leur a été fatal, les territoires non occupés, non reconquis, notamment la nord-ouest, avec les grandes villes de Mazar-e-Sharif, de Kunduz, de la vallée du Badakhshan, la vallée du Oran. Oh là là, Emmanuel Dupuy, excusez-moi, mais là pour nous qui sommes vu de notre pays, pas des connaisseurs de la géographie, voilà, on imagine très bien. Emmanuel Dupuy, excusez-moi, mais je pose la question à Aziz Fard. Lorsqu'on entend cela, on se dit que je parlais de complicité tout à l'heure, mais même, est-ce que le pouvoir taliban n'est pas appelé de leur vœu par la majorité, en fait, des Afghans ? Non, pas par la majorité des Afghans, mais peut-être par la majorité de certaines catégories. C'est-à-dire le monde agraire, les petites gens, loin des élites intellectuelles de Kaboul ? Je dirais plutôt les Pashtuns. Parce que classiquement on considère les talibans plus provenant des Pashtuns, même si nous avons eu une surprise cette fois-ci lorsque le nord de l'Afghanistan avait été occupé par des talibans. On s'est rendu compte que ce ne sont pas des talibans Pashtuns, ce sont des talibans locaux. Oui, c'est ce que disait à l'instant Emmanuel Dupuy. Parce qu'en dehors des Tadjiks, il y a des complicités effectivement dans les pays frontaliers. Écoutez, on va en parler tout de suite, si vous voulez. Restez avec nous, Aziz Fard. Emmanuel Dupuy, je vous garde également. On va se quitter 1 minute, le temps de tourner une page de pub et on se retrouve. Ce matin, on se pose la question d'été autour de la situation en Afghanistan, savoir ce qui va avoir comme conséquence en France à partir de cela. Que disent les tweetos ? Est-ce que ça va impacter l'Occident et la France en particulier ? Pour 90% d'entre eux, oui, il y aura un impact en matière migratoire sur la France. On se doute bien que oui, d'une manière ou d'une autre. On est en studio avec Aziz Fard, journaliste spécialiste de l'Afghanistan. Au téléphone, Emmanuel Dupuy, le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, un spécialiste de la géopolitique du pays, de l'Afghanistan. Et puis on aura dans une seconde Choukria Haïdar, président de l'association Negar, soutien aux femmes d'Afghanistan, parce que la question des femmes, elle est évidemment sous-jacente partout dans notre cœur, nous d'occidentaux. Évidemment, la position des femmes est importante et elle risque d'être largement impactée. C'est peut-être même le plus grand dommage du retour des talibans au pouvoir. Alors, Aziz Fard, à l'instant, on parlait donc de la situation pour essayer de comprendre le pays. Je crois qu'on a un tableau qui est un peu dressé. On imagine un peu ce monde composite extrêmement complexe, surtout pour les Occidentaux, parce que je crois que les Américains ont essayé de pacifier, entre guillemets, le pays à coût de milliards de dollars, mais il n'y a pas que cette grille de lecture-là. Ça ne se joue pas uniquement sur le pouvoir économique. Oui, il aurait fallu qu'il fasse plus attention à ceux qui étaient au pouvoir et la façon dont ils gouvernaient, parce que les gens n'étaient pas contents de la corruption. Bien sûr. La corruption qui a été amplifiée par l'excès d'argent qui est déversé dans le pays. Cette théorie de ruissellement dont on entend parler même ici en France. L'Afghanistan, c'est un exemple, ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui se sont beaucoup enrichis en 20 ans. C'est ce qu'on dit. Moi, personnellement, j'ai pas trop envie d'accuser les gens sans avoir de preuves. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est ça. Et puis, je voulais ajouter un élément de compréhension quand même pour la rapidité de l'arrivée des talibans au pouvoir. C'est qu'il y a eu un arrangement. C'est que les sages ont réussi à éviter la guerre et le bain de sang. Parce qu'il y avait des gens qui étaient prêts à se battre. Ismail Khan, l'homme fort de Herat, Atta, l'homme fort de Mazar-e-Sharif, s'étaient préparés, avaient réuni du monde, du matériel. Et c'est le palais présidentiel, je pense, qui a réussi à les calmer ou à les dévier.
Aziz, vous disiez une partie de la population est heureuse de voir arriver les talibans au pouvoir. Hein. Ça ne se ferait pas sans l'assentiment d'une partie de la population. J'ai entendu dire de la part des journalistes qui étaient sur place que beaucoup se plaignaient de la corruption, des factions avec des prises d'otages, des rançons, peut-être même des viols, des exactions sur les femmes et pas seulement, et avec le sentiment peut-être qu'au moins avec les talibans, même si on ne partageait pas leur vue, il y aurait un pouvoir fort qui se chargerait de juger et de condamner toutes ces exactions. Oui, les talibans, ils vont peut-être pas violer les gens sexuellement, mais ils vont violer l'esprit des gens. Effectivement, on entend des accents positifs, mais il faut se méfier parce qu'il y a le syndrome de Stockholm. La peur fait que les gens on se range à l'opinion de son oppresseur. Si on veut être réaliste, en fait, les talibans, les déclarations qu'ils ont fait montrent qu'ils sont un peu mieux que ce qu'ils étaient il y a 20 ans. Ils ont été qatarisés ? En quelque sorte, c'est ce qu'on entend beaucoup, comme si le Qatar avait joué le rôle de grand frère. Qatarisé, oui. C'est superficiel en tout cas. Le changement, il laisse les femmes travailler avec quelques conditions supplémentaires. Pas tant que ça, finalement. On a l'impression, si je puis me permettre d'employer l'expression, que les talibans ont mis de l'eau dans leur vin. Mais les principes restent toujours les mêmes. Les talibans, en fait, ce ne sont pas des gens libres. Les talibans, ce sont des gens croyants. Et dogmatiques. Et ils essayent d'appliquer le texte. Emmanuel Dupuis, encore un mot s'il vous plaît. On sent quand même cet impact sur les flux migratoires. Ce qui est en filigrane, c'est la peur du terrorisme à l'approche de l'anniversaire, du 20e anniversaire des Tours Jumelles, de l'attentat de New York, et pas seulement, Washington aussi. Au fond, j'entends dire, et je pense que c'est l'opinion publique qui entend cela, que les talibans n'ont jamais été des exportateurs du terrorisme, qu'ils ont été des terroristes chez eux-mêmes, mais que l'Afghanistan n'a jamais été vraiment une base arrière pour le terrorisme international. Qu'en est-il en réalité ? Oui, je partage ce point de vue. Comme je le disais, Osama Ben Laden a été mis hors d'état de nuire au Pakistan et non pas en Afghanistan. Les auteurs, donc les 17 membres qui ont commis les attentats du 11 septembre, étaient pour la plupart des Saoudiens. Néanmoins, l'Afghanistan, entre 1994 à partir de 1994-96, jusqu'en 2001, a été une base de repli pour des organisations terroristes. Et je ne pense pas que ce soit différent dans les années ou dans les semaines et mois qui viennent. C'est un refuge en quelque sorte pour les... Ça a toujours été un refuge et ça va être davantage que cela à l'avenir. C'est un modèle. Pour la première fois, une organisation a réussi quasiment son coup férir, ça a été rappelé précédemment, en 10 jours cette fois-ci. À vaincre les États-Unis, qui est la première puissance mondiale, en quelque sorte. Mais à les vaincre militairement et politiquement. Puisque comme ça a été évoqué, il y avait sans doute des clauses secrètes obligeant les forces armées afghanes, 300 000 hommes, notamment particulièrement bien formés, particulièrement bien entraînés. Les Américains à déposer les armes sans combattre. Absolument, les Américains ont dépensé 100 milliards de dollars pour former ces forces armées. Joe Biden l'a répété à sa société il y a quelques jours de cela. Et pratiquement aucun combat. Mais d'ailleurs, ça pose la question en fait du financement des talibans. Qui les soutient et qui les finance pour qu'ils soient capables de ce point de vue-là, il faut avoir le regard tourné vers l'est du pays, le sud-est du pays. Autrefois, c'était le Golfe, et c'était évidemment les services de renseignement pakistanais, l'ISI, qui est le grand frère ou le mentor de ces organisations. Pour revenir très rapidement sur la crainte du terrorisme, moi je suis pas forcément très inquiet sur une menace terroriste qui pèse en Europe. Les talibans et les organisations terroristes qui étaient présentes en Afghanistan ont commis des attentats contre les intérêts occidentaux, les intérêts européens, contre les forces occidentales qui étaient présentes. Si ces forces ne sont plus là, le risque d'attentat sur le territoire, évidemment, s'évanouit. Je serais beaucoup plus inquiet sur les pays du voisinage, notamment l'Ouzbékistan, évidemment la Chine, peut-être demain l'Iran. Il faut avoir à l'esprit aussi qu'il y a en Iran 4 à 5 millions de chiites, Hazara, ça a été mentionné avec la ville d'Herat et le chef militaire, le gouverneur qui a déposé les armes, Ismail Khan. Il faut avoir à l'esprit aussi que les talibans sont une de la nébuleuse terroriste et qu'il y a l'autre nébuleuse terroriste, l'État islamique Khorasan, c'est-à-dire Daesh, qui
qui lui est sans doute dans une phase d'opposition qui continue par rapport aux talibans. Oui. Le cynisme veut que les Américains ont sans doute négocié et cela faisait partie de clauses secrètes lors de l'accord qui a été signé le 29 février, pour que les Américains et les talibans s'entendent pour éradiquer Daesh du territoire afghan. Et on parlait de financement tout à l'heure, puisque Eleonore posait la question. On n'oublie pas la région de Zaranj, région de tous les trafics, et notamment celui de l'opium, puisque le pavot est une manne financière énorme en Afghanistan. Alors on se pose évidemment la question, si on est moins inquiet, merci Emmanuel Dupuis de nous rassurer sur la possibilité de l'exportation du terrorisme vers l'Occident. En revanche, on est très inquiet pour les Afghans et particulièrement pour les Afghanes, puisque cela sous-tend tout notre cœur humanitaire qui est toujours prêt à s'exprimer. Et on a ce matin au téléphone Choukria Haïdar. Bonjour Choukria. Bonjour, bonjour à tout le monde. Je disais, on est un peu entre le marteau et l'enclume, nous les Occidentaux. D'un côté, la peur du terrorisme, bien entendu, mais d'un autre côté, cet élan de générosité vers les peuples opprimés, et en premier lieu les Afghans et surtout les Afghanes. Aujourd'hui, j'imagine que la crainte est à son comble pour les femmes afghanes. Absolument, absolument. Vraiment, la désarroi, la mécompréhension de la part des familles, les femmes, les hommes, et surtout les actions qui sont commises tout au début actions des talibans, commençons par l'action. Donc, où ils ont vraiment été horribles. Et bon, même pas avant, depuis à peu près 2 ans, la dernière année, ils étaient extrêmement... Depuis qu'ils avaient signé les accords avec les Américains, ces sales accords, cet accord honteux qui a laissé un peu les mains libres à l'idéologie. Oui, c'est un pays comme l'Amérique qui se met à genoux devant un groupe de terroristes, c'est vraiment honteux. Oui, mais Choukria, dites-moi, vous êtes arrivé en France il y a combien de temps ? Écoutez, j'ai arrivé en France assez longtemps. C'est-à-dire, je suis arrivé à une période où il y a le Parti communiste qui a pris le pouvoir. Et j'ai quitté l'Afghanistan en 1980. Mais depuis 1996, donc depuis 95, que j'étais de retour en Afghanistan. Bon, j'ai étudié qu'est-ce que c'est que le Taliban et comment qu'est-ce que ça signifie. Bon, c'était l'émergence des périodes de Taliban en 1994. Donc en 95, je suis allé en Afghanistan. J'ai étudié, j'ai compris de quoi il s'agissait. Mais je n'imaginais pas que Kaboul va tomber. Bien sûr. En tout cas, pas à cette vitesse et pas sans négocier plus âprement, on va dire. On leur a laissé carrément les clés de la ville. La clé de la ville et donc du pays. Votre association s'occupe des femmes en particulier. Aujourd'hui, on imagine bien que ce sont les premières impactées par cette situation. Comment est-ce que sans les accueillir, parce qu'on ne peut pas accueillir, on imagine bien, enfin, il ne va pas y avoir un afflux de millions d'Afghans qui vont quitter le pays, sans donc pouvoir les accueillir tous. Comment est-ce qu'on peut les aider depuis chez nous, ces femmes afghanes ? Écoutez, premièrement, c'est vrai, je pense que ce sera généreux de la part de la France de faire évacuer et donner la chance à un certain nombre de femmes qui sont dans une détresse assez importante. Ce sont des filles, des femmes, jeunes femmes et jeunes filles qui étaient dans les actions, dans les travaux assez publics et visibles, comme les sportifs, comme les femmes qui étaient à la télé, ou d'autres. Il y en a un certain nombre qui se servaient de leur image et qui vont être les premières impactées, évidemment. Ils sont, ça sera vraiment dommage. Vous pensez que le pouvoir français, le président Macron, doit taper du poing sur la table et essayer de faire respecter les droits des femmes d'une certaine manière ? Ça, c'est la première chose que j'ai demandé. Donc, la première, dans l'urgence, on peut aider un certain nombre. On ne peut pas déplacer 35 millions d'habitants. Bien sûr, c'est ce qu'on se disait. C'est pas l'objectif. Ce n'est pas possible. Donc, première
aider un nombre de ces femmes qui sont dans la détresse totale et les familles sont dans la détresse totale et qui sont les premières victimes. Continuer à les rendre visibles alors que le pouvoir taliban va vouloir au contraire les annihiler, les rendre invisibles. Nous, il faut essayer de continuer à les... Non seulement menacées, elles vont être vraiment victimes, c'est sûr et certain. Ouais. Donc, c'est ça qu'on doit sortir de cette situation. Vous attendez beaucoup de la France dans ce combat? Absolument. La France, c'est un pays important, aussi bien dans l'Europe qu'au niveau mondial. Malgré sa taille, malgré que c'est pas un pays aussi riche que l'Amérique ou la Chine, mais elle a une position politique mondiale qui est assez importante. Et notamment aussi par la présence et l'importance de sa population musulmane, qui évidemment crée un lien avec les pays musulmans. Absolument. Absolument. Merci. Et aussi de sa prise de position sur des causes et sur des actions à travers le monde. Bien sûr, et toujours l'esprit des Lumières qui manque éternellement, je dirais, tellement dans cette partie du monde et qu'on a essayé d'une manière ou d'une autre. Aziz, un dernier mot pour conclure. L'esprit des Lumières, oui. L'islam a ses propres lumières, il faut le reconnaître. D'ailleurs, c'est connu en Occident, mais nos lumières de l'islam datent d'il y a 10 siècles. Le siècle des Lumières à l'occidental, c'est beaucoup plus récent. Et ça, c'est le coche qu'on a raté peut-être, et je pense que l'énergie intellectuelle pourrait venir de là, mais comme disait Choukria, il faut surtout ne pas détourner le regard, il faut garder l'attention, il faut regarder, parce que ce coup-ci j'ai l'impression que les talibans sont sensibles au fait qu'on les regarde. Bien sûr, et ils ont besoin du regard du monde pour survivre, parce qu'il faudra à un moment donné que le pays soit financé et aidé. Eh bien écoutez, on fait appel en tout cas à cet esprit des Lumières dans l'islam, on fait appel à cet humanisme qui est aussi dans cette grande religion, en espérant que ce ne soit pour une fois pas les extrémistes qui gagnent. Allez, on se quitte. Merci encore Aziz Fard d'avoir été avec nous. Merci Emmanuel Dupuis d'avoir été avec nous également pour nous expliquer un peu la géopolitique afghane. Et merci Choukria Haïdar. On souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de chance et la lutte et la résistance pour les femmes afghanes que l'on aidera par tous les moyens.